rencontrer les étudiants et les clubs étudiants, essentiellement. Voilà l'essentiel de la vie. Madame la ministre. Merci, monsieur le directeur, chers collègues, monsieur l'ambassadeur, monsieur le vice-président de la conférence des présidents de l'université. Tout d'abord, il faut que je vous fasse un aveu. Mes collaborateurs se sont un peu perdus dans le TGV ce matin, ce qui fait qu'ils vont me rejoindre et c'est eux qui ont tous mes dossiers. Donc je vais un petit peu improviser, mais finalement ce sera plus naturel et nous allons mutuellement nous féliciter de cette perte momentanée et de collaborateurs et de dossiers. Je suis tout d'abord très, très heureuse d'être ici, de vous voir, vous les étudiants, parce que nous les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche, finalement tout ce que nous faisons, tout ce que nous essayons de faire bouger à l'intérieur d'un monde académique, parfois un peu trop académique, mais de plus en plus en mouvement, tout ce que nous essayons de faire bouger, c'est bien pour que les jeunes, toute la nouvelle génération, trouvent un emploi et contribuent au développement de nos pays respectifs. Je suis convaincue, tout comme votre gouvernement l'est, que l'élévation du niveau de qualification, donc singulièrement le nombre de diplômés d'enseignement supérieur, et la richesse de notre recherche, mais aussi la richesse de notre recherche dans ce qu'elle va transférer comme connaissance à l'industrie, permettra à nos pays européens ou de l'Euro-Méditerranée, et de préférence ensemble, l'Europe et les pays de la Méditerranée, les deux rives de la Méditerranée finalement, d'être efficaces ensemble et de résister, de proposer des réponses aux grands enjeux que connaît aujourd'hui notre planète. Parce que les pays émergents, ce qu'on appelle les pays émergents, c'est-à-dire les BRIC, et puis aussi les pays asiatiques, font très très vite et développent vraiment des économies fondées sur la connaissance. Donc bien entendu, il faut coopérer avec ces pays, mais il nous faut aussi affirmer notre identité commune, ce que nous avons en commun dans nos cultures, et affirmer aussi nos atouts en matière de compétences, en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Alors on a beaucoup de points communs entre la France et l'Algérie. D'abord, nous réformons en même temps, quasiment en même temps, nos systèmes d'enseignement supérieur et de la recherche pour plusieurs raisons. D'abord, pour que, encore une fois, l'employabilité des jeunes étudiants qui sortent de nos établissements soit plus grande. Pour cela, nous renforçons les partenariats entre les entreprises et les universités et les établissements d'enseignement supérieur. Je sais que votre école développe ce type de partenariat. Nous voulons aussi en France comme en Algérie davantage nous fonder sur le numérique. Pourquoi? Parce que le numérique non seulement favorise les échanges à l'international, mais le numérique, ça permet aussi l'innovation pédagogique, ça permet de développer des cours en ligne. Nous avons mis en place en France une grande plateforme parce que nous considérons que nous devons avoir le choix de nos plateformes et que nous ne sommes pas condamnés à avoir une seule plateforme qui serait la plateforme Coursera, la plateforme à l'international, mais que nous devons aussi développer une plateforme francophone ouverte à l'ensemble de l'international, mais une plateforme qui reflète aussi notre identité. Cette plateforme, elle s'appelle FUN, France Université Numérique, et elle est ouverte naturellement à tous les partenariats. Et nous avons mis en place, il y a 2 jours, c'est pas très vieux, une dizaine de cours en ligne, et dans le mois, nous allons mettre en ligne environ 25 cours et 25 autres cours dans les 2 mois qui viennent. Donc il y a une volonté très forte de la part de notre gouvernement de développer l'enseignement en ligne, et il nous semble que ça va être particulièrement bénéfique pour les échanges entre une école comme la vôtre, monsieur le directeur, et des établissements comme l'INSA de Lyon, comme l'Université Joseph Fourier de Grenoble, comme l'Université Jean Monnet, dont le président est à mes côtés, Alep Bouabdallah. Donc voilà, je pense que le développement du numérique peut être bénéfique à tout point de vue. Il est bénéfique aussi parce que toute l'industrie maintenant est traversée par le numérique. Donc il est essentiel de former des ingénieurs de très haut niveau, des ingénieurs qui soient aussi initiés à la recherche, ce sont les fameux ingénieurs docteurs dont l'Allemagne dispose tant et dont nous manquons, en France comme en Algérie d'ailleurs. Ce sont aussi des ingénieurs qui pourront faire leur thèse, nous l'évoquions à l'instant, en entreprise. En
France, on a mis en place un dispositif qui s'appelle le dispositif CIFRE et qui permet à des ingénieurs de faire leur doctorat en alternance, c'est-à-dire dans l'entreprise, dans des PMI, PME, dans des entreprises de taille intermédiaire, dans des grands groupes. Et c'est extrêmement bénéfique à la fois pour l'entreprise et pour l'étudiant, parce que le plus souvent, l'étudiant est embauché à la fin de sa thèse CIFRE. Et pour l'entreprise, ça lui permet d'avoir accès à la recherche, alors que certaines entreprises, surtout quand elles ne sont pas de grande taille, n'auraient pas l'idée finalement d'aller faire appel à un thésard du monde académique. Donc ça rapproche là encore le secteur privé du secteur public, ou le milieu économique, les entreprises industrielles de l'université, au bénéfice toujours des étudiants et du développement économique. Autre intérêt du numérique, c'est qu'il permet aussi à des personnes qui n'ont plus l'âge d'être étudiants en formation initiale, mais qui ont besoin de se réorienter dans leur parcours professionnel, parce que les métiers évoluent. Je pense à la chimie, je pense à la mécanique, je pense à la microélectronique qui s'oriente maintenant vers la nanoélectronique. Bref, on a besoin de plus en plus de se former tout au long de la vie. Donc j'ai inscrit dans la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche qui a été votée en juillet dernier, j'ai inscrit plutôt la formation tout au long de la vie dans les missions de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et je pense que c'est extrêmement important que les universités, les écoles, les établissements d'enseignement supérieur accueillent également la formation professionnelle et la formation tout au long de la vie, parce que les étudiants qui sortent aujourd'hui de l'école ou de l'université, dans 10 ans, n'exerceront pas forcément le métier pour lequel ils auront été formés. Donc il faut d'abord que vous ayez de bonnes bases, des étudiantes et des étudiants, mais il faut aussi que vous ayez la possibilité tout au long de votre vie de pouvoir continuer à vous former. Donc je pense que sur tous ces principes, nous sommes en accord. Je sais que votre école est extrêmement active de ce point de vue-là, donc je voudrais réaffirmer notre souhait de développer encore davantage avec vous. Et je suis mandatée par les universités, mais aussi par le CNRS, aussi par l'INRIA, par nos organismes de recherche, pour développer les thèses en co-tutelle, pour développer des recherches communes, pour développer des formations communes, des formations qui soient à la fois académiques, théoriques, parce que c'est ce socle de connaissances théoriques qui permet aussi de davantage s'adapter par la suite, mais également des formations professionnalisantes et des formations technologiques. Enfin, je voudrais terminer par un dernier point qui me tient particulièrement à cœur, c'est la mixité. Et je dois dire, et cela pourrait surprendre, qu'il y a davantage de jeunes filles dans les filières technologiques et dans les filières scientifiques en Algérie qu'en France. Et je voudrais vous en féliciter, parce que c'est pas forcément le constat qu'on ferait comme ça, ou la pensée qu'on aurait a priori, mais bien souvent on a des images qui ne correspondent pas à la réalité. Et je vois davantage de jeunes filles, y compris de jeunes filles algériennes en France, dans les filières scientifiques, que de jeunes filles françaises. Donc je dis aux jeunes filles algériennes, montrez l'exemple un peu à vos collègues et aux étudiantes françaises, prouvez-leur que les filles sont aussi talentueuses que les garçons pour mener à bien des études scientifiques, et singulièrement ici des études informatiques. Les mathématiques appliquées, c'est aussi pour les filles, l'informatique, c'est aussi pour les filles. Donc bravo aux jeunes filles algériennes qui, de ce point de vue-là... Voilà, je vais peut-être vous passer la parole, et vraiment je vous remercie de m'accueillir aussi chaleureusement aujourd'hui. Merci Madame la Ministre. Donc si vous me permettez, je vais essayer d'être bref et de présenter l'école en quelques clips. Ça ne sera pas facile parce que je suis tellement passionné par cette école que je risque d'oublier et d'en parler pendant des heures. Donc rappelez-moi l'ordre s'il vous plaît, si vous voyez que je tarde trop. Donc l'école a été créée en 1969. C'est à la fois une jeune école, mais une école assez ancienne dans l'histoire de notre pays. Donc passée initialement, en fait, elle a été supposée répondre, elle a essayé de répondre à des questions ou à des problèmes de traitement numérique de l'information du ministère des Finances. Donc c'est à l'initiative du ministère des Finances que cette école a été d'abord créée. Elle a été ensuite placée sous la tutelle du ministère de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, donc en 1969, sous le nom du Centre d'études et de recherche en informatique. Donc elle a activé pendant un certain nombre d'années, en fait jusqu'en 1982, date où l'école a commencé à migrer vers l'enseignement supérieur.
Donc elle a changé de nom pour Institut National de Formation en Informatique, et en 1984, elle est rentrée totalement sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. En 2005, il y a eu promulgation du décret instituant les écoles universitaires, hors université, donc l'ESI en a profité, puisqu'en 2008, l'UNI est devenue ESI. Elle a encore une fois changé de nom, mais pas de mission. C'est devenu l'École nationale supérieure d'informatique. En gros, elle est structurée autour d'un certain nombre de structures comme le conseil scientifique et le conseil d'administration, qui sont des conseils consultatifs, mais très importants. En termes d'administration, il y a le secrétariat général, il y a une sous-direction des relations extérieures, de la formation continue, une sous-direction de la post-graduation de la recherche, et puis la mission principale étant la formation d'ingénieur, donc la sous-direction des études ou la sous-direction de la pédagogie. Alors, les missions de l'ESI, c'est bien sûr de former dans des classes préparatoires intégrées, on va voir tout de suite le schéma, une formation en graduation d'ingénieur d'État, une formation en post-graduation, puisque la recherche est effectivement très importante, et une formation continue toute la vie pour les cadres des universités, des entreprises, du secteur économique en général. Alors, l'objectif que nous essayons d'atteindre, c'est d'offrir une triple compétence, c'est-à-dire bien sûr la formation technique qu'on attend d'un ingénieur, mais également la formation scientifique, parce que c'est un ingénieur justement, qui doit avoir une formation solide pour être capable de s'adapter au changement, et également une formation humaine, parce que c'est avant tout un cadre qui est appelé à gérer et à donc jouer un rôle essentiel dans la société. Voici le schéma un peu compliqué, mais qui peut s'expliquer simplement. Donc 2 années de cycle préparatoire intégré à l'école, un concours qui est ouvert aux étudiants des universités, ensuite 3 années pour le cycle supérieur. Le cycle supérieur commence par une année de socle commun, parce que nous avons remarqué qu'à la fin de la 2e année, les étudiants étaient trop jeunes pour choisir une option. Donc nous avons choisi de leur enseigner tout ce qui était important, tout ce qui était essentiel dans l'informatique. La 2e année du cycle supérieur étant une année de spécialisation. Alors, pour l'instant, 2 grandes spécialités, une 3e en septembre et une 4e, je l'espère, l'année suivante. La 5e année, donc la 3e année du cycle supérieur, est très importante. À la fin de la 2e année, l'étudiant est déjà ingénieur stagiaire chez nous. Il n'est plus supposé suivre des cours théoriques. Donc, c'est l'année de l'immersion dans le monde professionnel. 9 mois minimum de stage en entreprise de préférence. On reparlera des stages. Mais également d'autres cursus complémentaires, par exemple le cursus de master, qui est un cursus à la demande de l'étudiant. Un cursus très important également, j'en parlerai un peu plus tard, qui est la filière ingénieur-entrepreneur, parce que c'est très important aussi que l'ingénieur ou le jeune ingénieur soit créateur d'emploi et puisse porter ses idées, ses projets. Donc le cycle préparatoire, évidemment, c'est en application des réformes de l'enseignement supérieur. Nous avons eu la chance d'avoir un cycle préparatoire intégré, ce qui nous permettait quand même d'avoir un dosage suffisant en formation technique, en informatique. Nous essayons d'appliquer autant que possible les normes universelles, reconnues en matière d'enseignement. Et nous essayons de suivre évidemment une approche par compétences, parce que nous essayons d'avoir des ingénieurs qui aient un certain nombre de compétences au sortir de l'école. Alors, le cycle supérieur, qui n'apparaît pas ici, c'est dommage. Bon. Le cycle supérieur, c'est donc 3 années, une première année de socle commun, 3 spécialités qui essayent de répondre aux besoins du secteur économique. Alors nous essayons justement d'appliquer le secteur économique pour nous aider à tailler ces formations sur mesure pour les besoins de ce secteur-là. Parce que pendant longtemps, nous avons formé pour essayer de former en fonction des connaissances des enseignants, des connaissances des participants en formation, et nous nous sommes aperçus que ce n'était pas forcément la meilleure méthode. Donc l'approche par compétence, très importante. Le cursus master, qui est optionnel, donc en 3e année du cycle supérieur, c'est un cursus complémentaire, et il est conditionné par l'obtention du diplôme d'ingénieur. Ne peut pas obtenir le diplôme de master un étudiant qui n'a pas obtenu son diplôme d'ingénieur. Nous sommes avant tout une école d'ingénieurs. Pour obtenir le cursus master, il est nécessaire de suivre une formation d'initiation à la recherche, et uniquement d'initiation donc au métier de chercheur. C'est un ensemble de modules qui ne sont pas du tout techniques, mais qui sont l'apprentissage du métier de chercheur. Qu'est-ce que la recherche? Qu'est-ce que l'innovation? Un certain nombre de notions qu'il doit connaître. Donc sur 200 heures, plus un 2e mémoire qui sera soutenu, et pour l'étudiant qui réussit, il obtiendra un 2e diplôme qui lui permettra l'accès au doctorat LMD. Un autre cursus qui est optionnel, c'est le cursus ingénieur-entrepreneur. Formation ingénieur-entrepreneur, ingénieur-entreprendre.
Alors, une sélection, alors là, évidemment, ce ne peut pas être une formation qui s'applique au grand nombre, mais au petit nombre de porteurs de projets, qui ont des projets, qui y croient, et qui ont besoin d'un coaching, d'apprendre le métier d'entrepreneur. Donc ils sont bien sûr encadrés par des enseignants de l'école, mais également coachés par des professionnels qui viennent chaque semaine leur apprendre le métier d'entrepreneur, leur apprendre ce qu'est le monde de l'entreprise, ce à quoi ils seront confrontés lorsqu'ils auront créé leur entreprise. Très important, et ça nous l'avons appris des collègues de l'INSA, ils acquièrent une double compétence ingénieur-manager. Très important de pouvoir gérer également. Et bien sûr, ils ont la possibilité de décrocher une place en incubation. Alors, j'ai la fierté de dire que 50% des places de l'incubateur de Sigardana, qui est le cyberparc pas très loin d'ici, 50% de ces places sont occupées par des étudiants ou ex-étudiants de l'école. Donc ça, c'est une fierté également. Alors, la FIE, c'est un consortium d'écoles, bien sûr avec à la tête l'INSA de Lyon, de l'autre côté de la Méditerranée, qui nous a un peu guidés et aidés, et sinon un certain nombre d'écoles qui y croient. Et une charte a été signée le 23 septembre 2011 à l'INSA pour essayer d'aller tous dans le même sens et de fédérer nos efforts humains, matériels, et ainsi de suite. Quelques chiffres pour connaître mieux l'école. Alors, 1 millier d'étudiants, un peu plus en rythme de croisière. La première promotion a été moins nombreuse, donc nous sommes actuellement 960 étudiants environ, dont 500 en classe préparatoire intégrée. En post-graduation, 150 étudiants répartis entre magistère, doctorat en sciences et doctorat LMD, 124 enseignants permanents, un personnel administratif et de service de 210. Ça nous donne un taux moyen d'encadrement de 1 enseignant pour 8 étudiants. C'est un taux moyen, parce que pour les classes préparatoires, il est meilleur que cela. Donc ça reste quand même un taux d'encadrement assez intéressant. Les stages sont très importants à l'école. C'est historique. Depuis la création de l'école, nous avons compris qu'un ingénieur ne peut pas être coupé du monde. Une enquête qui a été menée par un collègue, le collègue qui va prendre la parole juste après, a montré qu'il y a quelques années, lorsque les stages étaient moins nombreux, les étudiants craignaient d'aller en milieu professionnel. Une enquête donc qui a été faite dans son cours en 4e année. Comment vous voyez-vous dans 2 ans? La réponse était « Je souhaite continuer mes études ». La deuxième question subsidiaire, pourquoi? C'était parce que je ne connais pas le monde qui m'attend à l'extérieur, donc je préfère rester dans le cocon qui m'a vu grandir pendant 5 ans. Donc il est important de les immerger le plus rapidement possible. Et c'est fait dès la première année. Un stage de 2 semaines minimum jusqu'à 4 semaines qui est obligatoire. Un deuxième stage qui est obligatoire en 3e année de 6 semaines. En 5e année, comme je l'ai dit, c'est un mémoire d'1 année, mais avec 9 mois minimum. Et il est souhaitable, nous encourageons nos étudiants à faire ce stage en entreprise. Alors certains, évidemment, ont plus l'esprit dans la recherche, donc nous ne les empêchons pas de faire leur mémoire en laboratoire, mais nous encourageons quand même les stages en entreprise. Et il faut le dire, hein, je rends hommage à mon collègue qui s'occupe de ça, à mes collègues, puisque un autre collègue s'en est occupé avant lui. C'est un travail de tous les jours, c'est un processus transversal qui implique non seulement beaucoup de personnes à l'école, mais également beaucoup de personnes à l'extérieur de l'école. Alors, l'emploi, c'est très important. Peu d'étudiants sont élus pour une carrière de chercheur, donc la plupart sont appelés à aller exercer en tant qu'ingénieur. Alors, il y a aussi un mécanisme qui a été mis en place, c'est la gestion des offres d'emploi. Donc là aussi, une équipe de collègues s'occupe de collecter des offres d'emploi par les entreprises, de les mettre à disposition des étudiants. Un suivi des anciens de l'école est facilité par le fait que les étudiants gardent, par exemple, leur adresse email toutes les revues, donc il est possible de faire des enquêtes d'employabilité de ces étudiants-là, de ces ex-étudiants. Les principaux secteurs recruteurs, bon, c'est un peu la même chose, je suppose, dans tous les pays. Pour les TIC, l'énergie recrute beaucoup dans notre pays, les télécoms, le secteur des services, les multinationales, les administrations et quelques centres de recherche également. Alors, toujours pour l'emploi, il y a une tradition qui commence à s'installer. C'était la 4e édition en 2013 du Salon de l'emploi, organisé par des étudiants. J'insiste là-dessus, c'est un club étudiant, vous allez rencontrer juste après, ils auront l'honneur de vous connaître juste après les clubs étudiants, mais un des clubs étudiants s'occupe, bien sûr avec l'appui de l'école, d'organiser chaque année à la même date, le 18 mai, un forum, un salon de l'emploi, où de nombreuses entreprises, et non des moindres, sont présentes. Alors des ateliers de rédaction de CV, d'entretien d'embauche, et ainsi de suite, sont organisés. Et je pense que c'est quand même une manifestation qui a beaucoup de succès.
Alors, parlons des études postgraduées. Le doctorat LMD, nous en sommes à la deuxième habilitation parce que cela fait 2 ans que nous dispensons un diplôme de master. Une école doctorale qui est déjà assez ancienne, qui date de 2004, qui assure un magistère et un doctorat en sciences. Et l'ESI est le point focal donc, de cette école doctorale, STIC, qui actuellement a 5 pôles, englobe 5 pôles. Notre école, l'école militaire polytechnique et des universités, celle de French-Là, de Mascara et de Tiarat. En termes de recherche, 2 laboratoires, LMCS, qui date de 2001, c'est le laboratoire de méthodologie de conception des systèmes, LCSI, qui date de 2010, si ma mémoire est bonne, laboratoire de communication dans le système informatique, 2 laboratoires qui sont très actifs, qui finalement emploient la grande majorité des chercheurs, des enseignants-chercheurs permanents de l'école. Alors, les partenariats scientifiques, maintenant, si on parle de l'international, un certain nombre d'universités, depuis des années, nous aident à évoluer dans ce domaine-là. Bien sûr, l'INSA de Lyon, l'Université de Grenoble, les universités de Grenoble, l'UPMF et l'Université Joseph Fourier, l'IUT de Valence, qui est très importante surtout dans le CPI, les classes préparatoires intégrées, dans le sens où les IUT ont un rôle très important de formation professionnalisante et très pratique, très concrète. Et donc dans les CPI, ça nous aide un petit peu à nous rapprocher aussi de ce qui est concret et ne pas avoir la tête un petit peu dans le théorique et uniquement le théorique. L'Université de Compiègne également, beaucoup de collaboration avec elle, l'ENSIP de Lyon, Toulouse, les 2 universités de Toulouse, Toulouse 1 et Sabatier, bien sûr l'AUF, l'école est membre de l'AUF, des partenariats bien sûr avec l'étranger, bon, Édimbourg et d'autres universités. Alors, comme je le disais, la collaboration recherche n'est pas nouvelle. Depuis la création de l'école, beaucoup d'établissements français collaborent avec nous et il y a beaucoup d'échanges d'enseignants, d'étudiants, de travaux en commun. Si je les cite, enfin je cite les principaux, l'UTC par exemple, c'est des co-encadrements et des co-tutelles de thèse depuis de nombreuses années, avec l'école d'ingénieurs essentiellement de l'UTC, dans le domaine surtout des réseaux de capteurs, mais aussi dans le domaine de l'optimisation. Et pas mal d'axes qui sont liés à l'optimisation. Et de nombreux doctorats ont été soutenus avec la production, de nombreuses productions communes. Pierre Mendès France, l'INP, l'IUT de Valence, Intasili, des co-encadrements, des échanges, beaucoup d'échanges d'enseignants-chercheurs. Nous vous attendons d'ailleurs, tiens, il arrive à l'instant, un collègue de l'IUT de Valence qui nous rejoint aujourd'hui, qui va rester une semaine avec nous. Des publications communes depuis de nombreuses années. Et sur des thématiques aussi des réseaux de capteurs, souvent pour la gestion de l'eau, la surveillance des incendies, système multi-agent hétérogène. Donc ces universités nous ont aidés également à mettre en place une académie Cisco qui est très importante à la fois pour la formation initiale, parce que c'est quelque chose de concret. Cisco, c'est pas nouveau, joue un rôle essentiel dans les réseaux dans le monde. Donc l'académie a été mise en place, elle contribue à la formation initiale à la fois et à la formation continue, parce que des ingénieurs, du secteur économique ont besoin parfois d'être mis à jour en termes de réseau. Lyon 1, c'est une collaboration qui est assez nouvelle, mais qui est très prometteuse. On est actuellement sur un co-encadrement au niveau ingénieur et doctorat, et il y a projet de mise en place d'une formation sur le calcul de la haute performance, qui est un gros besoin par un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur des algorithmes d'optimisation très gourmands en temps de calcul et en puissance. L'INSA, très nombreux. Cette page-là ne suffira jamais à décrire tout ce que nous avons en commun avec l'INSA. Des co-encadrements au niveau ingénieur, doctorat, avec le département d'informatique. Alors j'ai le grand plaisir de dire que l'actuel chef de département de l'INSA est un ancien de l'école. Bon, excusez-moi, un peu d'orgueil. Les thématiques de recherche, c'est système d'information, l'aide à la décision, développement de projets communs, IOMAD. Alors là, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, Madame la Ministre, c'est que nous croyons effectivement, je crois, des 2 côtés, nous croyons qu'il est très important d'aller vers l'élargissement de la formation. Lorsque nous sommes dans une formation présentielle, nous avons en face de nous des étudiants, un certain nombre d'étudiants, qui peut être important parfois, mais qui est largement insuffisant par rapport à toutes les demandes qu'il peut y avoir en termes de PIC. Donc l'idée, c'est d'ouvrir effectivement les compétences qui existent à l'école vers les besoins qu'il peut y avoir à l'extérieur de l'école. Ou également, nous avons appris que les formations à distance pouvaient aider, par exemple, dans le développement de la maîtrise des langues. Nous avons un problème essentiel, qui est que la formation initiale depuis le primaire jusqu'au lycée se fait en garage chez nous. Donc certains étudiants ne maîtrisent pas la langue française, mais il n'empêche qu'ils sont brillants.
Et nous ne voulons pas que la langue soit un facteur discriminant et qu'il soit éliminé à cause de la langue. Donc, il y a une formation évidemment parfois intensive en langue étrangère, français-anglais, mais il y a également un projet de mettre en place des outils de TIS, je parlerai de la cellule TIS ensuite, pour l'apprentissage de la langue, pour accélérer le renforcement de cette maîtrise de la langue et donc combler cette fracture qui peut être causée par la non-maîtrise de la langue d'enseignement, qui est la langue française ici dans cette école. Donc les TLTP, très important, un projet qui a été initié l'an dernier et qui va permettre à de nombreuses écoles de profiter de cette expérience-là, de mettre en ligne des TP qui, autrement, prendraient quelques individus dans une salle. Donc le fait de mettre ça en ligne et de permettre à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, à des étudiants ou à des professionnels d'accéder, c'est une demande également du secteur économique, des entreprises qui n'ont pas les moyens de faire venir des ingénieurs qui viennent des quatre coins du monde pour des formations, puissent le faire de chez eux. Donc cela est important également. Alors, les sciences sociales de Toulouse, ça aussi, ça date des années 90. Sur les systèmes d'aide à la décision, les entrepôts de données, la sécurité, c'est essentiellement le système d'information. L'Université de Poitiers, des co-encadrements, des publications communes, des doctorats qui ont été soutenus, des co-tutelles, l'ENSI de Lyon. Ça aussi, c'est un beau projet qui date des années 90-2000. C'est un projet qui a permis de créer un magistère pour une population très hétérogène, formée d'informaticiens et de spécialistes en bibliothéconomie. L'idée, c'était de traiter le traitement numérique de l'information. Donc, ça a été un très beau projet également. Alors, les partenariats scientifiques, les voici.